Bienvenue à cette troisième partie où on va parler de tradition et science. J'ai le plaisir de pouvoir continuer cette conversation avec Dr Pierre-Luc Lermite et dans cette partie, on va parler de la réflexion critique comme un outil. Comment est-ce que d'un coup, on arrive à mieux discuter et enlever cette image de la science destructeur, de fondement plus viscéral? Comment est-ce que d'un coup, on a un dialogue qui est aussi beaucoup plus mesuré dans la manière dont on interprète les résultats quand on a un élément négatif? Ou comment est-ce qu'on améliore la lecture des gens que quand ils lisent, par exemple, je sais pas, qu'un un test n'est pas fiable, que ça veut juste dire que le test il est pas fiable. Ça démontre pas tous les éléments qui sont en amont, mais ça va questionner pas mal de choses. Mais comment est-ce qu'on crée euh, pour toi ce dialogue et à quel point cette vision d'un académicien plus formé en sciences, comme je le suis moi, ben pour moi cet élément passe inévitablement par la science, la réflexion, l'esprit critique, le dialogue. Mais est-ce que c'est le cas dans toutes les professions de santé? Et est-ce qu'il y a une autre façon d'approcher? Puis comment est-ce que d'un coup on intègre les sciences humaines dans cette analyse et dans cette réflexion? Alors du coup, je sais pas, tu vois, je prends l'exemple avec Strasbourg beaucoup parce que on a un diplôme universitaire là-bas pour les formateurs en ostéopathie. Et là, justement, on est en train de le transformer en master 2. Donc du coup, c'est très Mhm. excitant. Donc enfin, en France, on en aura un pour les formateurs, pour la remise à jour des connaissances, blablabla. Et dedans, il y aura un module histoire, épistémologie et éthique. Donc tu vois, c'est bien. Ce sera inclusif. Euh, alors, je ne sais pas, mais ce que j'ai comme sensation, en tout cas à Strasbourg, parce qu'il y en a qui viennent, qui sont profs d'ostéopathie crânienne, c'est-à-dire que leur métier, c'est de dire, voilà, les os du crâne, ça fait ça, le MRP, machin. Donc en fait, je peux pas dire que j'ai une expérience scientifique dans cette matière, c'est plus une expérience pédagogique qui ne vaut que ce qu'elle vaut, puisque c'est juste celle que j'utilise, hein. Donc je peux pas le théoriser du tout. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les retours sont très bons et qu'ensuite les gens sont reconnaissants. Parce qu'en fait, déjà, ils viennent. Ça veut dire qu'ils ont conscience que ils sont bloqués. Les étudiants leur disent, en fait, votre truc, j'y crois pas, ou j'ai pas envie de faire cet exercice. Donc là, ils se disent, bah, à part de leur dire d'un point de vue autoritaire, j'ai 25 ans de pratique, petit, tu es obligé de me croire puisque j'ai de l'expérience, alors qu'on sait que le toucher dans l'expérience, enfin, bon, tu sais tout ça très bien mieux que moi. Donc c'est un argument fallacieux, mais ils en ont pas conscience. Donc en fait, c'est pas aussi grave qu'avoir conscience de quelque chose et le mettre sous le tapis. Ça, c'est ce qu'on appelle la pratique inacceptable de la science, qui est différente de la pseudo-science. Il y a des gens, ils peuvent ne pas être au courant, qui diffusent de fausses informations. Donc intentionnellement, c'est pas la même chose, tu vois. Oui. Donc ça, c'est très différent déjà. Donc moi, ce que j'essaye de faire, et ça ne vaut encore une fois que pour ce que j'ai vécu à ma petite échelle, quoi, c'est ne pas être prescriptif. C'est-à-dire, je fais une invitation en disant, OK, est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Deux, on fait de l'épistémologie historique, c'est-à-dire on reprend les choses à la base. Pourquoi aujourd'hui on dit ça ou on croit ça? Et c'est pas de votre faute parce que je sais très bien que vos maîtres, comme les miens, nous ont enseigné ça et on n'avait aucune raison d'en douter. Sauf que bah maintenant on sait qu'on peut faire un peu mieux. On a des scientifiques de la discipline, on a lu des livres, on a passé des diplômes, donc on peut discuter tranquillement, hein, voilà. Alors pourquoi on dit ça? Alors en fait on reprend tout, un peu comme fait Marco aussi. Voilà, comment est venue cette idée? Est-ce qu'elle a été testée? Bah oui, là, elle a été testée, par exemple, ça n'a pas marché. Bon, on peut se dire, les outils n'étaient pas assez sophistiqués. On l'a retesté là, ça a toujours échoué. Donc après, voilà, maintenant on sait ça. Voilà, je suis pas en train de vous dire la vérité. Surtout, ne me croyez pas, croyez ce que j'utilise comme outil pour justifier mon discours, surtout. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier. L'avantage du non-endoctrinement, c'est que vous pouvez vérifier tout ce qu'on dit, puisque on explique et on dit où on trouve les sources. Et quand c'est compliqué, je peux même vous les donner, parce que parfois c'est des accès payants et si vous en plus vous lisez pas l'anglais, bon bah du coup on fait des synthèses pour vous aider quoi. Et ensuite on dit bah voilà, surtout maintenant je vous donne pas ça comme ça en disant bah il faut tout changer, surtout il y a des avantages quand même à poser la main sur la tête des gens. On est autorisé à poser la main sur la tête des gens. On est autorisé à toucher la colonne. Donc surtout, vous avez bien remarqué que vous avez des bons résultats dans vos cabinets, comme tous les ostéopathes du monde. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut changer ce que vous faites, mais peut-être le discours, par souci de cohérence. Du coup, voilà. Et du coup, ensuite, tu donnes une proposition alternative, parce que si tu les mets juste dans une situation où, bah voilà, en fait, je viens de déconstruire quelque chose dont vous pensiez que c'était autosuffisant jusqu'alors, et que je vous dis maintenant, bah, faut faire autre chose, mais que je vous dis pas ce qu'il faut faire. Là, c'est la panique à bord. Du coup, il y a une tendance naturelle à revenir sur ce qu'on sait déjà faire, parce qu'à défaut, il n'y a rien d'autre, en fait. Le biais du C'est status exactement la même quo. chose. Ouais, c'est les guerres de Vendée, hein, la période post-révolutionnaire en France, en 1793, ils n'étaient pas spécialement royalistes, mais à défaut, en dehors de la monarchie, ils connaissaient rien d'autre.
Donc, il demandait le retour du roi. Pas parce qu'il était royaliste, simplement parce que il ne savait pas qu'autre chose était possible. Donc, c'est un peu la même chose par analogie, hein, c'est un peu malheureux comme analogie, mais en disant, bah, en fait, la seule chose que je sais faire, c'est les lois de Frayette. On me dit que Frayette, bon, c'était 1910, 1950, que Harrison, en fait, il a juste coupé un truc et il s'est dit, ah, ça doit bouger comme ça peut-être, point. Bon, c'est une démonstration un peu juste. Donc, oui, mais seulement si on leur propose pas autre chose, bah, ils vont revenir uniquement à ce qu'ils savent faire parce que la marche, en fait, le train est en marche. Soit ils montent dans un wagon et on les invite à monter, soit ils montent pas et ils resteront sur le côté et ils continueront à faire ce qu'ils font. Donc, je pense qu'il faut toujours une proposition alternative en expliquant, voilà pourquoi ça, aujourd'hui, maintenant, vous êtes au courant. Donc avant, vous étiez peut-être pas au courant. C'est pour ça que je me contente de le mentionner. Ceux qui étaient au courant, ben, ça fait que confirmer des choses, voilà, parce qu'on se connaissait pas avant. Ceux qui savaient pas, maintenant, vous savez. Donc, vous savez bien aussi que, bah, c'est difficile de le soutenir aujourd'hui si on est un peu sérieux, quoi. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Bah, on peut faire plusieurs choses. On peut faire de la formation continue, aller voir Laurent Fabre. On peut se documenter en lisant si on a envie. Alors, comment on fait pour lire? Alors, Lightjump, il y en a plein qui découvrent Lightjump, qui en ont jamais entendu parler. Donc, comment on fait? Bon, on peut s'inscrire. Si c'est compliqué en anglais, il y a des revues en français, comme Main Libre, comme d'autres. Qu'est-ce que c'est un impact factor? Comment ça marche un comité de lecture? Et là, les questions viennent assez naturellement en se disant, ah oui, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Et du coup, bah, il y a juste besoin d'expliquer des choses que toi et moi, on sait déjà. Mais ils sont en demande. Donc du coup, après, parfois un peu inquiets, mais ils sont en demande. Et du coup, bah, naturellement, ils vont aller se former dans leur propre champ disciplinaire, parce que j'ai pas de connaissances omniscientes de l'ostéopathie. Et ils vont se former en fonction de ce qu'ils enseignent. Et quand ils ont des questions, ils savent qu'ils ont des personnes ressources pour les accompagner. Et du coup, il y a plus trop ce truc-là parce qu'on a parlé d'histoire. Et si l'histoire, c'est un peu leur argument traditionnel, ils se rendent compte qu'ils ont une personne qui en sait beaucoup plus qu'eux en termes d'histoire, épistémologie historique, mais qui pour autant demeure non jugeante. Pour eux, c'est très rassurant, en fait. Tu vois. Bon, voilà, mais c'est juste une méthode. Je suis pas spécialiste de sciences de l'éduc, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens sont contents et remercient parce que c'est un soulagement. Parce que certains savaient bien qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, mais pour autant, Donc là, après, tu tu sais, parles c'est aussi d'une solution qui leur permette de s'échapper de la dissonance cognitive, donc d'être en paix par rapport à Oui, des messages aussi des fois contradictoires. c'est vrai. Euh, Et c'est du coup, c'est là où c'est plus dur, c'est le public qui, lui, on va dire, est minoritaire dans son opinion. Et puis, tu sais, dans l'oligopole cognitif, hein, quand tu as une opinion minoritaire, tu es souvent confronté aux opinions majoritaires qui te demandent de te justifier. Et de temps en temps, ça mhm. radicalise la minorité dans sa minorité. Du coup, ça la renforce encore plus dans, de toute façon, il y a ceux qui sentent les trucs magiques. Et donc, eux, ils sont dignes d'être estampillés ostéopathes dans la communauté. Et ceux qui pensent que c'est autre chose, c'est des gens qui ne sentent pas, donc ils étaient quelque part pas dignes de faire partie de la confrérie, tu vois. Il peut y avoir Oui, aussi ce oui. truc-là. Donc, eux, c'est plus Et c'est dur là où on parce que, voit émerger aussi cette volonté de, comme de schisme, d'un coup de refouler à un certain côté oui, pour pouvoir conserver sa propre identité. Ouais, c'est ça.